L'information a fait l'effet d'une bombe samedi dernier, le 24 août. Arrestation remarquée au Bourget ce samedi. Peu après 19h sur le tarmac de l'aéroport, la police interpelle un passager tout juste descendu de son jet privé. Son nom, Pavel Dourov, le fondateur et PDG de la messagerie chiffrée Telegram. Accompagné de son garde du corps et de son assistante, le milliardaire franco-russe arrivait de Bakou en Azerbaïdjan et avait prévu de passer la nuit à Paris. Telegram, ce n'est pas n'importe quelle application. La messagerie cryptée, alternative au célèbre WhatsApp, compte près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. En France, elle s'est notamment fait connaître en 2017 via le coup de pub offert par les macronistes qui l'utilisaient dans le cadre de leurs échanges de campagne. Pourquoi Pavel Durov a-t-il donc été arrêté? Il faisait l'objet d'un mandat de recherche français dans le cadre d'une enquête préliminaire de l'Office mineur, l'OFMIN. C'est un service de la police chargé de la lutte contre les violences faites aux mineurs. La justice française lui reproche diverses infractions, terrorisme, escroquerie, trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent ou encore partage de contenu pédocriminel. Car en fait, elle considère qu'il est complice de toutes les infractions qui se déroulent chaque jour sur la plateforme Telegram en raison de l'absence de modération et du manque de coopération avec les autorités. Jusqu'où ira cette affaire? En quoi Telegram dérange plus que WhatsApp ou Signal? Est-ce qu'il s'agit là d'un précédent fâcheux pour la liberté d'expression en France et en Europe? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons fait appel à Fabrice Epelboin, spécialiste des réseaux sociaux, entrepreneur et enseignant, notamment à l'IAE de Poitiers. Salut Fabrice. Bonjour. Alors, est-ce que cette arrestation de Pavel Durov, le PDG de Telegram, est-ce qu'elle est surprenante, intrigante, inquiétante? Un peu tout à la fois. Elle est surprenante parce que c'est pas tous les jours qu'on arrête un multimillionnaire des technologies à sa descente d'avion, surtout en France. Elle est inquiétante parce que on exige de lui des choses qu'on pourrait tout aussi bien exiger de Mark Zuckerberg ou d'Elon Musk, qui ne sont probablement pas prêts de mettre les pieds en France, du coup. Et puis, elle est floue parce que les motifs sont pas très clairs. Pour l'instant, on lui reproche des choses que, là encore, on pourrait reprocher à beaucoup de monde dans la Silicon Valley, et on lui reproche les usages qui ont lieu sur sa plateforme. Et un défaut de modération qu'on pourrait reprocher à absolument tout le monde, parce que les exigences de modération ne sont pas du tout réalistes. Ça, on a fait l'impasse sur une longue explication de que demande l'Europe en termes de modération. L'Europe exige de la modération, et c'est très bien, mais elle a délégué le service régalien qui est de rendre la justice. Or, le problème, c'est que là, dans Telegram, on a 1 milliard d'utilisateurs, pas de bénéfices, il n'y a même pas vraiment de business model, donc pas de moyens. Et pour modérer 1 milliard d'utilisateurs qui sont disséminés sur une centaine de législations. Donc c'est une mission impossible, c'est pire que les écuries d'OJS. Mais il en est de même pour Facebook ou pour Twitter. Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs. Il y a une comparaison que j'aime bien faire dans mes cours, c'est la Chine. La Chine, où ça rigole beaucoup moins, ils ont 800 millions d'utilisateurs sur leurs réseaux sociaux et ils ont près de 2 millions de modérateurs, en large partie payés par l'État. Donc ça ne pèse pas tant que ça sur les comptes des sociétés chinoises. Mais ça donne une bonne idée. 800 millions d'utilisateurs, 2 millions de modérateurs. Sachant qu'en Chine, on respecte quand même plus la loi parce que les risques sont autrement plus conséquents qu'en Europe. Donc ça voudrait dire que typiquement en Europe, il faudrait, si on fait une petite péréquation, de l'ordre d'1 million de modérateurs. C'est pas jouable avec les bénéfices, même les bénéfices de Facebook qui sont considérables. Il n'y a pas moyen d'avoir 1 million de modérateurs de masse salariale. C'est absolument irréaliste. Donc on est dans ce quiproquo, dans cette espèce d'injonction paradoxale faite par l'Europe à travers le DSA. Et qui, Le DSA, c'est le règlement européen qui encadre, pour faire simple, la modération des grandes plateformes de réseaux sociaux. Digital Service Act. Alors, si on t'entend, les autres milliardaires, la Silicon Valley notamment, pourraient avoir peur désormais de débarquer à Paris ou même dans une autre capitale européenne. On parlera des aspects européens de tout cela dans quelques minutes. Mais en tout cas, dans un tweet, Emmanuel Macron a nié toute implication dans cette arrestation et mis en avant l'indépendance du pouvoir judiciaire. On a l'impression qu'il est lui-même un peu emmerdé. Oui, alors d'abord, il faut être clair, c'est désastreux pour l'image de la France à l'international, et notamment vis-à-vis des États-Unis. Ça pourrait servir de carburant à la campagne de Donald Trump. Si on voit les réactions d'Elon Musk, on peut se dire qu'on leur a servi un argument fantastique sur un plateau d'argent. Ça pourrait faire réfléchir pas mal d'investisseurs, et on est dans une période économique un peu délicate.
il y a un flou. On ne sait pas très bien ce qu'on reproche à Telegram. Pour l'instant, les différentes communications qui sont sorties laisse penser qu'on lui reproche du proxénétisme, de la pédophilie, du trafic de drogue, du terrorisme. Enfin, pas à titre personnel. Complicité. Le problème, c'est que, alors certes, il n'y a aucun problème pour trouver de la drogue, de la prostitution de mineurs sur Telegram, c'est très très simple. C'est pas beaucoup plus compliqué que de trouver des armes, mais on peut faire ça sur Facebook aussi. Et donc, à ce point, vraiment ? Oui, absolument. Vraiment, j'ai testé avant de démarrer ce plateau, j'ai trouvé 6 dealers dans la proximité et une demi-douzaine de personnes qui font de la prostitution et qui m'ont l'air un peu jeunes. Et il faut être très clair, la prostitution de mineurs en France, c'est une calamité. Il y a certains rapports qui chiffrent à plus de 10 000 enfants qui s'adonnent à la prostitution. Donc on est face à un phénomène massif, et ce phénomène massif utilise des technologies modernes, c'est-à-dire Snapchat, Telegram, Facebook, ce genre de choses. Donc on a un problème de modération. WhatsApp ? Alors probablement, honnêtement, je ne sais pas. Ne consommons pas ce genre de choses. Je ne sais pas. J'imagine que WhatsApp n'est pas forcément le truc le plus pratique pour faire ça. Pourquoi ? Pour des raisons bêtes de marketing, Telegram a réussi à s'entourer d'une image un peu sulfureuse. À la fois sulfureuse et d'hypersécurité, ce qui est totalement bidon. C'est vraiment le chiffrement de bout en bout, qui est la façon de sécuriser, d'empêcher une interception des communications sur des messageries chiffrées, ne fonctionne que sur option sur Telegram, alors que sur WhatsApp, c'est par défaut, sur Signal, c'est par défaut, sur les messages directs sur Twitter, c'est par défaut. Donc c'est vraiment la pire des applications qui soit pour sécuriser sa vie privée, Telegram. Malgré tout, il y a cette réputation qui lui a été faite par des gens qui n'y comprennent rien d'un point de vue technique, d'où le fait que la Macronie se soit adonnée à Telegram au départ, parce qu'elle était vraiment persuadée que ça sécurisait ses communications. Elle a dû mettre un bout de temps pour réaliser qu'en fait toutes ces communications étaient sur un serveur à Dubaï, qu'il y avait vraisemblablement des rapports fructueux entre les autorités russes et Telegram, et que de toute façon, à partir de Dubaï, Dubaï a des relations aussi bien avec les Russes qu'avec un peu tout le monde. Donc les Américains. Avec les Américains, avec les Français. Donc c'était certainement pas la bonne application pour faire les petits back-office de la Macronie. Si on est un peu tordu, on peut se dire qu'Emmanuel Macron montre patte blanche à Pavel Durov à travers son tweet pour éviter peut-être que... Est-ce qu'on peut penser il est en damage control, là. Est-ce qu'on peut penser que Pavel Durov a les moyens de faire chanter un certain nombre de gens ? D'un point de vue technique. Oui, dans l'absolu. Je ne dis pas qu'il le ferait, mais... Oui, dans l'absolu, oui. Toute la Macronie s'étant adonnée sur Telegram, c'est clair que... il y a un tuyau d'entrée dans les... Bien sûr. Les seules communications qu'on peut éventuellement, sur option, chiffrer et rendre impossible à lire par Telegram, c'est les communications entre deux personnes. Mais dès que vous êtes dans un groupe, et ça, c'était le modus operandi de la Macronie pour organiser ses armées de trolls, il n'y a pas de chiffrement. Et donc, sur Telegram, sur les serveurs de Telegram, vous avez tous les échanges des organisations façon Marlène Schiappa, dont on a tous entendu parler, et il y a des traces. Donc, ils pourraient faire fuiter ça. Ça me paraît un peu gros, mais effectivement, oui, il y a une quantité de personnes, de Pegasus, alors c'est pas le même truc, mais Pegasus pourrait aussi donner l'opportunité, a priori aux autorités marocaines, de faire fuiter aussi des choses très compromettantes. Et dans la mesure où, dans la Macronie, il n'y a pas de techniciens, il y a essentiellement des gens qui sont issus d'écoles de commerce et qui font des pitchs, eh ben, ça a donné l'adoption de Telegram ainsi que tout un tas de bêtises fondamentales qui ont non seulement mis en péril la souveraineté numérique de la France, mais mis en péril leur souveraineté individuelle à eux, c'est-à-dire leur vie privée. Donc effectivement, il y a eu des prises de risques assez inutiles. Après, très objectivement, faire chanter le président de la République française, faut y aller. Faut y aller. Si on est un service de renseignement étranger, pourquoi pas ? Mais si on est juste un petit milliardaire, il faut vraiment, vraiment y aller. Il faut être courageux. Qui est justement Pavel Durov ? C'est un Zuckerberg russe qui a monté l'équivalent de Facebook
Ça s'est mal passé avec les autorités. VK. Ça s'est mal passé avec les autorités russes. VK a été utilisé pour contester le pouvoir russe. Il s'en est sorti avec un énorme chèque et un exil doré. Il a monté avec son frère Telegram, qui a eu un succès phénoménal, qui sert également aussi bien aux autorités russes pour communiquer. C'est l'outil de prédilection du groupe Wagner pour se coordonner et pour communiquer, que les Ukrainiens. Donc tout le monde utilise Telegram, aussi bien pour faire simpler en matière de géopolitique les gentils et les méchants. Et il est dans une zone de flou absolu. Alors, il est flou aussi bien par le fait que son siège social, c'est Dubaï, donc autant dire une zone très permissive d'un point de vue légal et d'un point de vue fiscal. Et il collectionne les passeports. Reflet.info a sorti cet après-midi des informations sur un passeport qu'il a d'un petit paradis fiscal qui partagé avec Patrick Drahi. C'est comme ça que Reflet a eu ce genre d'infos. Il a visiblement des velléités pour s'échapper aussi bien à la régulation fiscale qu'à la régulation tout court. Donc on est face à l'équivalent d'un Zuckerberg, mais sans foi ni loi. Alors que Zuckerberg est citoyen américain, ne collectionne pas les passeports, paye ses impôts aux États-Unis. Alors évidemment, fait de l'optimisation fiscale. Il y a guère que Elon Musk qui paye volontairement des impôts parce que il y a un troll qui l'a emmerdé sur Twitter et que rien que pour lui prouver qu'il a tort, il est quand même allé jusqu'à payer 10 milliards d'impôts juste pour prouver à un troll sur Twitter qu'il avait tort. Bon, il a les moyens. Mais en dehors de ça, ils sont tous dans l'optimisation fiscale. Mais lui, il est vraiment dans l'optimisation légale, dans l'absolu. C'est vraiment un collectionneur de passeports. Il y a c'est un profil qui n'est pas si exceptionnel que ça. Encore une fois, Patrick Drahi est toujours dans le même type. Mais dans la mesure où il concentre les communications d'1 milliard d'individus, c'est quand même un peu inquiétant. Alors, comment on peut expliquer sa naturalisation express par la France, tout à fait à l'opposé de cette arrestation brutale? Alors, la France n'est pas un paradis fiscal, ça n'aura échappé à personne, donc c'est clairement pas pour des raisons de fiscalité. C'est un passeport prestigieux qui permet d'entrer dans tout un tas d'endroits sans visa, mais ça, il y a plein de pays dans lesquels il suffit de faire un chèque pour avoir un passeport. Donc, c'est vraisemblablement pas pour ça. Il a voulu, mais la France a également voulu lui donner ce passeport. Oui. Pourquoi ? C'est une procédure absolument exceptionnelle qui est délivrée par la présidence de la République ou éventuellement un ministre, mais c'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça. Et c'est pas sous Emmanuel Macron qui a eu son passeport. Sous Emmanuel Macron, le patron de Snapchat a eu ce même privilège. Mais par contre, on a une petite idée de la contrepartie pour Snapchat. C'est-à-dire la responsable des relations publiques de Snapchat est très proche du pouvoir. C'est une ancienne assistante parlementaire de Laetitia Avia, je crois. Typiquement, Snapchat, qui a été l'outil central dans les émeutes de l'été dernier, collabore avec les services de l'État. Et ça a permis très vraisemblablement d'inventorier la totalité des participants et qui a fait quoi, comment, de façon à les suivre sur le temps long. Là, avec Telegram, l'échange n'est pas clair. Et vraisemblablement, on peut faire l'hypothèse que c'est du même ordre, de l'échange de renseignements, mais apparemment, ça n'a pas marché. En gros, on peut dire que c'est plus un petit malin que les autres, c'est-à-dire Mark Zuckerberg, il y a tous les scandales, Cambridge Analytica, etc., les vols de données, mais en gros, c'est un peu le start-upper du président de la République américaine. On peut dire que d'autres, en fait, ils sont toujours dans des couloirs où ils sont finalement identifiés et rattachés à des puissances à qui ils ne peuvent rien refuser. Et quand on t'écoute, on a l'impression que Pavel Durov, lui, il joue, y compris au niveau des allégeances et des protections politiques. Alors, tout ce petit monde, ils sont tous plus ou moins libertaires, mais que ce soit Zuckerberg ou Elon Musk, ils sont très clairement rattachés à la puissance américaine, même si à l'origine Elon Musk n'est pas américain, il est très clairement attaché aux États-Unis et ça lui viendrait pas à l'idée de prendre une nationalité exotique pour échapper à l'impôt ou faire en sorte que Twitter échappe à la législation américaine. Lui, si. Il joue. Il joue à la façon...
j'ai envie de dire d'un milliardaire classique, parce que la plupart sont comme ça. Et donc, il se croit non seulement au-dessus des lois, au-dessus des États, et apparemment, c'est en train de le rattraper. Ce qui n'est pas du tout le cas de Zuckerberg et d'Elon Musk. Ils se considèrent absolument pas au-dessus des États. Pas au-dessus de l'État américain. Oui, c'est-à-dire que Elon Musk, très clairement, aujourd'hui, dans une entreprise, il consiste à exporter le premier amendement. Ceci dit, c'est quand même gros de le lui reprocher, dans la mesure où Twitter a toujours exporté le premier amendement. La révolution verte en Iran, c'était très clairement l'exportation via Twitter du premier amendement en territoire iranien. Le printemps arabe, même si c'est plutôt Facebook qui a joué ce rôle, on était toujours dans l'exportation du premier amendement à travers des technologies de réseaux sociaux américains. Et puis, à partir de 2017, il y a eu un revirement des démocrates américains qui finalement se sont dit que le premier amendement, c'était pas bien. C'est devenu l'apanage des républicains américains, alors que jusqu'ici, il y avait une répartition qui était, pour être un peu caricaturale, les démocrates étaient plutôt acharnés sur le premier amendement, les républicains sur le second, le droit à porter des armes. Le premier amendement, c'est la liberté d'expression. Liberté d'expression. Le second amendement, pour faire simple, c'est le droit à se constituer en milice pour se défendre des intrusions de l'État qui éventuellement voudraient saccager le premier amendement. C'est pour ça qu'il y a une potentielle guerre civile aux États-Unis. Et puis là, depuis le premier mandat de Donald Trump, on a des démocrates qui remettent fondamentalement en question la liberté d'expression aux États-Unis et par ricochet dans le reste du monde. Ce qui est très, très étonnant parce que la Constitution américaine a plus de 200 ans et jusqu'ici, c'était un socle inébranlable. Mais effectivement, elle est en train de s'effriter. Alors, pour revenir à Pavel Durov, la Russie a déjà demandé des explications à la France pour cette arrestation et pourtant, les relations de Pavel Durov avec le régime de Vladimir Poutine n'étaient pas du tout bonnes. En tout cas, elles ont été chaotiques. Peux-tu nous expliquer à quoi ils jouent En tout cas, elles ont été mises en scène de façon à ce qu'on les aborde comme étant chaotiques. Alors, elles ont été chaotiques à un moment. Est-ce qu'elles le sont restées ? On ne sait pas bien. Est-ce que le patron de Telegram s'est récemment tendu avec Poutine et que du coup, il se serait réfugié en France parce qu'il était au courant qu'il y avait un mandat à son encontre ? On ne sait pas bien. Il y a encore plein de pièces de ce puzzle qu'on n'a pas encore et il va falloir du temps avant d'arriver à avoir une compréhension globale de ce qui se passe. Mais présenter le patron de Telegram comme un opposant à Poutine, c'est un peu simplé. C'est plus complexe que ça et il apparaît évident que le groupe Wagner et les autorités russes n'utiliseraient pas Telegram de façon aussi intensive si vraiment ils étaient convaincus qu'en face d'eux, ils avaient un opposant. On peut dire pareil pour les Ukrainiens. Le fait que les deux l'utilisent, ça brouille tout à fait les pistes. Oui, ça brouille complètement les pistes. Alors, tout le monde l'utilise aussi parce que ce petit monde s'adresse à une population qui est massivement présente sur Telegram. Telegram est très, très, très implanté en Europe de l'Est, sur le territoire russe. Donc, forcément, s'ils faisaient la même chose sur Signal, ça ne marcherait pas. Et puis Telegram a tout un tas de fonctions qu'on ignore complètement en France. Ça peut faire plateforme de blog, ça peut faire forum de discussion. C'est des mécanismes qu'on utilise très très peu en France. Une super app, d'une certaine manière. C'est un début de super app. Twitter pourrait tout à fait évoluer sur ce genre évolue d'ailleurs, on peut faire une plateforme de blog avec un compte premium sur Twitter et on peut à travers un groupe privé faire l'équivalent d'un forum de discussion sur Twitter, mais c'est pas encore très utilisé. Sur Telegram, c'est très très utilisé. Dans certains pays. Y compris en France, il y a énormément de gens qui, voyant venir la censure sur les réseaux mainstream, ont commencé à se constituer une audience sur Telegram, aussi bien à droite qu'à gauche, voyant les comptes Facebook qui tombaient, voyant la censure grandissante sur YouTube, se sont mis à se constituer un canal de secours sur Telegram de façon à garder un contact avec leur communauté. Donc c'est dans tous les pays dans lesquels il y a des menaces sur la liberté d'expression, Telegram est très utilisé. Ce qui n'est pas forcément une très bonne chose, mais c'est comme ça. Alors, tu as dit que Telegram n'avait pas forcément de modèle économique. Effectivement, on n'a pas l'impression que l'obsession de son patron soit de s'en mettre plein les poches avec son application. Quand on la parcourt, on a du mal à voir les grosses sources de revenus induites par Telegram. Alors, pourquoi il a réussi à faire du cash avec VKontakte et à quoi lui sert Telegram aujourd'hui ? Alors, VK, il a fait du cash parce qu'il a fait ce qu'on appelle une exit. Il a vendu le truc et il s'est barré de Russie. De mémoire, 400 millions de dollars, parce que une somme coquette. Telegram
il a testé des choses. Alors, il a testé de la crypto. Et puis, la SEC, le patron de la bourse américaine, s'en est mêlé. Et du coup, il n'a pas pu aller très loin dans son aventure crypto. Il a testé les comptes premium. Et puis, ça a été un échec, au même titre que Twitter, c'était un fiasco. Il a testé la publicité dans les groupes. Là, ça a commencé à poser certaines questions, parce que qui dit publicité dit ciblage, qui dit ciblage dit surveillance. Mais ça génère des flux de revenus qui sont totalement ridicules. Regarde, d'1 milliard d'utilisateurs, les flux de revenus sont totalement ridicules. Le coût par utilisateur pour la plateforme est de l'ordre d'un $0,5 par an, ce qui a l'air de rien, mais il faut les rentabiliser, et clairement, c'est pas avec de la pub que ça peut se rentabiliser sur une telle plateforme. Donc pour l'instant, c'est un fiasco. Il a prévendu des parts sur une future introduction en bourse, et ça lui a permis de faire rentrer suffisamment de cash pour maintenir la machine à flot, mais c'est absolument pas la machine à cash que peut être Facebook. Alors, est-ce qu'on peut évoquer le cas de Julian Assange, prisonnier d'opinion de l'Occident, si on peut dire, en parlant de Pavel Durov? Assange, il est libéré maintenant. Oui, mais pendant longtemps, il a été la figure... Assange n'a jamais été un businessman. Assange n'a jamais cherché à faire du pognon. Mais ça s'entend déjà que, comme on a mis Assange sous les verrous, voilà, on a attrapé Pavel Durov. Il n'aura pas le même traitement. Oh non. Si la France traitait comme ça les milliardaires, non, c'est quand même la patrie des milliardaires, la France. Hein, c'est quand même l'endroit dans le monde où les milliardaires, ces 10 dernières années, ont fait le plus de plus-value. Si on commence à traiter les milliardaires comme ça serait une catastrophe pour le pays. Tout le monde se barrait avec ses jets privés. Non, il n'y a absolument aucune chance. Et puis, il n'y a aucune comparaison entre Assange et... Voilà, c'est deux univers totalement différents. Vous imaginez, franchement, Assange se balader en jet privé avec sa secrétaire et son garde du corps, ça n'a aucun sens. Alors, est-ce que la question de l'absence de modération et aussi la question de la permissivité vis-à-vis des contenus pédocriminels et néo-nazis, tout ça a été mis en avant lors de l'arrestation de Pavel Durov, est-ce que c'est un prétexte ou c'est un vrai argument problématique, préoccupant ? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème d'avoir de la prostitution infantile sur une plateforme. Le problème, c'est que si on regarde les choses en face, vous en avez aussi sur Facebook. Et puis vous en avez plus qu'un peu sur Snapchat. Et puis par ailleurs, oui, on peut acheter de la drogue sur ces plateformes, mais il y a 10 ans, on téléphonait à son dealer. Est-ce qu'on est venu emmerder Orange au prétexte qu'on utilisait le téléphone pour commander de la drogue ? Non. C'est pas en supprimant ce genre de choses qu'on va résoudre le problème. On va le glisser sous un tapis. Et ça, on est très habitué à faire ça en France. Il y a quelques mois, on a fait tomber la plateforme Coco. Coco servait, dans tout un tas d'endroits en France, à monter des guet-apens pour massacrer des homosexuels. Ce qui est un vrai problème. Mais c'est pas en fermant la plateforme qu'on va régler quoi que ce soit. Et les homosexuels n'auront pas arrêté d'aller sur des plateformes pour se draguer. Et évidemment, ceux qui leur montent des guet-apens vont changer de plateforme. Donc on glisse la poussière sous le tapis, on ne s'attaque pas vraiment au vrai problème. Après, c'est vrai qu'il y a un défaut de modération sur Telegram, probablement plus qu'ailleurs, mais c'est très difficile à quantifier. Très, très difficile à quantifier. Alors, d'un point de vue judiciaire, les propriétaires des plateformes qui hébergent les contenus générés par les utilisateurs peuvent-ils vraiment être pénalement, alors tu n'es pas juriste, mais ça semble quand même un peu gros. Est-ce qu'ils peuvent être pénalement responsables des contenus qu'ils hébergent? Est-ce qu'il y a des jurisprudences à ce sujet de gens jetés en prison parce que le DSA vient d'arriver, donc la jurisprudence, elle est en train de se faire. Et cet épisode-là risque d'être... si le DSA est impliqué et invoqué, pour l'instant on n'en sait rien, ça sera une jurisprudence très très importante. Mais pour l'instant on ne sait même pas de quoi il est inculpé, ça reste complètement flou. Aux États-Unis, non. Il y a un cadre juridique qui fait qu'ils ne sont absolument pas responsables. Avec le DSA, c'est une vraie question. Et là, vraiment, il faudrait faire participer un juriste. Mais en tout cas, le DSA pose des choses de façon plus claire, plus nette et surtout plus adaptée à ces problématiques, alors que le cadre juridique américain date de bien avant les réseaux sociaux. Mais quelque part, on peut se dire qu'au cas où, finalement,
une telle jurisprudence se met en place, les hébergeurs de plateformes collaboratives seront extrêmement frileux. Mais de toute façon, on va vers un retrait. Signal a déjà annoncé qu'il était vraisemblable qu'il se retire du territoire européen. L'Europe est en train de pousser à une réglementation qui s'appelle le chat control, qui consiste à exiger de ces plateformes-là d'avoir un accès, ce qu'on appelle un backdoor, de façon à pouvoir espionner les utilisateurs européens. Avec toutes les dérives qu'on imagine. Donc, Signal a annoncé... D'autant plus que l'Europe est un territoire de liberté et de démocratie relatif. Non, c'est du marketing. C'est comme la France, pays des Lumières. Oui, au 18e. Mais ça fait bien longtemps que les lumières sont éteintes. Non, c'est pas du tout ça, l'Europe. L'Europe, c'est une réglementation qui, effectivement, aujourd'hui, tente de plier les grandes plateformes de façon à ce que les autorités puissent espionner les conversations privées des citoyens européens. On est très très loin du respect de la vie privée ou de quoi que ce soit. Pour l'instant, la réglementation n'est pas passée. Signal a annoncé qu'il quitterait le territoire européen si cette réglementation venait à passer. Facebook s'y pliera. De toute façon, Facebook est en train de faire un grand ménage, de censurer absolument tout ce qui dépasse. Sur Facebook, la semaine dernière, on a vu tout un tas d'élus d'extrême droite se faire dégager, tout un tas de journalistes d'extrême droite se faire dégager et d'influenceurs d'extrême droite se faire dégager. Et je vous mets au défi de trouver beaucoup de choses sur Gaza sur Facebook. Tout ça est totalement éliminé. Donc Facebook élimine aussi bien l'opposition de droite que l'opposition de gauche de façon vraiment drastique. Sur Twitter, il y a tout. On a tendance à qualifier Twitter d'extrême droite, mais objectivement, c'est le seul réseau social sur lequel on peut trouver des informations sur Gaza au quotidien. C'est quand même un peu étrange pour un réseau d'extrême droite. Après, c'est vrai qu'on trouve aussi des gens d'extrême droite, mais on trouve des gens d'extrême gauche, on trouve absolument de tout. C'est le dernier endroit, alors avec TikTok qui est particulier, où il y a effectivement une liberté d'expression, mais c'est un concept américain, pas européen. Et très clairement, il y a des campagnes de presse continues pour faire en sorte que ça cesse. Donc on n'est pas du tout dans le monde des bisounours et de la liberté d'expression en Europe, bien au contraire. Est-ce que, pour revenir à la France, est-ce que la France a un problème spécifique avec la liberté d'expression en ligne, notamment lors des crises ? On se souvient de l'interdiction de Snapchat, je crois, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, lors de la crise, des mesures toujours contre Snapchat, qui ont porté leurs fruits, puisque Snapchat a collaboré, comme tu l'as dit, durant les révoltes consécutives à la mort du jeune Naël. Et bien entendu, on se souvient, en France, on a du mal à se souvenir, ça a l'air un peu loin, mais de la loi Avia, qui finalement était morte-née, mais qui était une sorte de coup de poignard dans le dos de la liberté d'expression. Oui, heureusement, elle n'était pas du tout constitutionnelle. Snapchat, il faut bien comprendre que c'est quelque chose de particulièrement dangereux. Snapchat, vous avez une interface qui est grosso modo une carte sur laquelle vous géolocalisez vos amis et les snaps qui buzzent à proximité. Ce qui fait qu'en cas d'émeute, vous n'avez pas besoin de leader. Vous avez juste besoin d'abrutis qui cassent et absolument pas besoin de leadership, ce qui rend les émeutes d'autant plus efficaces. La vraie problématique... C'est des réseaux sociaux numériques qui peuvent très habilement se transposer dans le monde réel. Oui, mais si vous faites une émeute avec du Signal, du Telegram ou des choses comme ça, il va falloir qu'il y ait un leader, quelqu'un qui organise, quelqu'un qui dise « maintenant on fait ça ». Un gros compte. Pas nécessairement un gros compte, quelqu'un qui soit un leader, un meneur d'hommes, et qui prenne un leadership et qui dirige des hommes pour mener une attaque. Là, Snapchat, le logiciel assume cette fonction. Donc ça le rend terriblement dangereux. Pour les pouvoirs. Pour le pouvoir, c'est le logiciel parfait pour faire une révolution sans leader. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement dangereux pour n'importe quel pouvoir en place. Donc Snapchat a vraiment un rôle à part dans tout ça. D'une façon générale, c'est pour ça que les émeutes en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, ont été stoppées dans un contexte où elles n'auraient même pas été stoppées en France, disons, hexagonale. En France, on aurait exactement la même réaction. On arrêterait Snapchat. Ils ont mis un peu de temps à comprendre d'où ça venait lors des émeutes qu'on fait suite à l'assassinat de Naël. Mais on aurait fait exactement la même chose si elle redémarre demain. Pas dire assassinat parce que... Pardon. Ça aurait, si ça recommence demain, Snapchat sera le premier réseau social à sauter immédiatement. Parce que vraiment, c'est dangereux. Et la spécificité de Snapchat, c'est que c'est l'application idéale pour avoir quelque chose qui soit leaderless. Or, le leaderless,
sans leader. On ne peut pas imaginer pire face à des forces de l'ordre d'avoir en face d'eux des groupes qui sont désorganisés, mais qui n'ont pas besoin de s'organiser, parce que l'organisation se fait par le logiciel. C'est monstrueux. Donc Snapchat a un rôle à part. Les autres posent un énorme problème, c'est l'accès à l'information. L'accès à l'information est assez bien cadré par les médias. Il reste des médias à droite à gauche, mais qui, comme tu le sais, n'ont pas accès à la TNT, donc n'ont pas accès à une vaste audience et sont limités par, typiquement YouTube. YouTube est extrêmement censuré. Il y a tout un tas de mots, alors qu'on n'utilise pas sur cette chaîne, mais... YouTube, il est quasiment plus censuré que l'audiovisuel français, qui est pourtant un endroit pas tout à fait démocratique. Alors, à ceci près que YouTube, il y a tout un langage qui s'est développé pour utiliser un mot à la place de l'autre de façon à passer les fourches codines de la modération. Ce qui fait qu'au final, on y a une relative liberté d'expression pour peu qu'on adapte son vocabulaire. Soit on bip en post-prod les mots qui font réagir le moteur de censure, soit on adapte un vocabulaire qui passe à travers ça. Donc au final, il y a pour l'instant une relative liberté d'expression sur YouTube, mais on a tous vu des scènes qui sautaient par la volonté du Saint-Esprit. Des chaînes de plusieurs millions d'abonnés qui sautent, ça fait peur à tout le monde. Et sur Instagram et Facebook, on est en plein dedans. Donc on est dans cette période de resserrement par les réseaux sociaux, avec un Elon Musk qui fait chier tout le monde parce qu'il refuse de jouer le jeu. Mais en dehors de Twitter, toutes les autres plateformes sont en train de resserrer les boulons. Est-ce qu'il est incongru d'imaginer, alors peut-être que c'est une petite affaire, hein, que les autorités françaises et d'autres sont de plus en plus irritées par l'attitude de Telegram vis-à-vis des droits d'auteur? Je pense par exemple à la Ligue 1 de football, qui est diffusée sur la plateforme anglaise DAZN, qui s'est engagée à payer plusieurs centaines de millions d'euros par an jusqu'en 2029. C'est très important pour le football français, donc pour l'État français. Or, il y a une fronde des footeux. Entre 150 000 et 200 000 personnes ont refusé de payer DAZN et ont regardé le match d'ouverture sur Telegram. Est-ce que c'est pas ce genre de choses qui fait peur? C'est pas la même peur, mais oui. En tout cas, à la Ligue de football professionnel, ça doit faire peur. En tout cas, les droits d'auteur. C'est une des révoltes des supporters. Enfin, c'est la plus grosse révolte des supporters, et ça fait penser à la révolte des gens qui écoutaient de la musique il y a quelques décennies. Tout à fait. On est dans une espèce de redite d'Adopi. À l'époque, Adopi, les gens comme moi disaient attention, c'est les droits de l'homme, tout ça. Tout le monde se foutait de notre gueule. Bon, aujourd'hui, on nous prend plus au sérieux. Mais effectivement, le lobby des droits d'auteur, que ce soit celui du foot, de la musique ou de n'importe quoi, a une puissance de feu considérable et a une. Le foot, c'est encore plus puissant parce que le foot, c'est des villes, c'est des barons locaux qui peuvent hurler et être très brutaux et faire du chantage au gouvernement parce que la structure même, l'âme de leur ville... Le pain et les jeux, si on enlève les jeux, oui. Mais oui, les droits d'auteur ont une tradition de saccage des droits de l'homme en général et de la liberté d'expression en particulier qui date d'Adopi, donc ça date d'il y a 15 ans. Donc c'est tout à fait possible que le foot soit à l'origine des déboires de Telegram. Encore une fois, on n'en sait rien. Pour l'instant, on attend d'avoir plus d'informations. Mais parce qu'en gros, il n'est pas possible de regarder tout un match sur des espaces privatifs sur Facebook ou sur d'autres plateformes, comme on peut le faire sur Telegram. Ils ont des systèmes de verrouillage et de censure qui marchent plutôt bien. Et effectivement, apparemment, sur Telegram, c'est totalement défaillant. Donc, vu les prix qui sont quand même complètement prohibitifs, je ne suis pas du tout un footeux, mais apparemment, si vraiment on a envie de regarder tout un tas de matchs de foot, c'est un budget qui est considérable. Donc, forcément, ça incite au piratage, exactement comme la musique. Et forcément, il y a des gens qui ne sont pas contents parce que c'est un business absolument colossal. Donc, il n'est pas déjà que le championnat de France est démonétisé par rapport au championnat anglais, espagnol, etc. Si même une plateforme comme DAZN n'arrive pas à monétiser efficacement le championnat français, les droits de télé, il pourra dire au revoir. Ouais. Donc c'est pas impossible que le foot soit derrière tout ça, ouais. Alors peut-on imaginer un compromis entre des plateformes modérées de manière arbitraire et faisant l'objet de pression des pouvoirs, comme le modèle Facebook, on va dire, et des espaces sans aucune loi où toutes les criminalités viennent faire leur marché? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un souhaite une sorte d'équilibre Sur Twitter, vous ne pouvez pas acheter de la drogue. La prostitution, il doit y en avoir... Enfin, la position légale, distinguons la position mineure et la position légale. La position légale, vous en avez autant que vous voulez sur Twitter. De la position de mineur...
Elon Musk a éradiqué, autant que faire se peut, les pédophiles de Twitter dès sa prise de fonction. Donc il y en a sans doute en cherchant bien, hein, mais c'est pas quelque chose de courant sur Twitter. La drogue non plus. La plateforme n'est pas très adaptée, très objectivement. Ça serait complètement idiot d'avoir un compte visible de tous, vendant ouvertement de la drogue. Ça n'a pas vraiment de sens de faire ça sur Twitter. Donc le compromis entre un Telegram où effectivement, mais en tout cas pour nous qui sommes des Parisiens ou banlieusards, c'est extrêmement simple de trouver de la drogue sur Telegram, et c'est un peu plus compliqué sur Facebook, et ça n'a pas vraiment de sens sur Twitter. Trouver de la prostitution de mineurs, alors sur Twitter, paraît totalement impensable. Par contre, sur Telegram, oui, c'est facile. Et on a entre Facebook, qui lui censure absolument tout, y compris les expressions politiques. Hein. C'est ce qui est plus dérangeant dans Facebook au final. C'est que avant-hier, c'était l'extrême gauche qui était totalement dégagée. Depuis le 7 octobre, hein, l'extrême gauche est totalement dégagée de Facebook. Maintenant, c'est l'extrême droite qui est totalement dégagée d'Instagram. Donc, on est en train de se faire un espace où la parole officielle a encore droit de citer. Et puis, on peut faire de l'entertainment, mais rien d'autre. À l'extrême opposé, on a Telegram, qui effectivement est un peu sans foi ni loi. Et puis, au milieu, on a Twitter. Le truc, c'est que Twitter se prend en permanence des campagnes de diffamation de la presse. La plupart des informations qui sont dans la presse... C'est aussi la personnalité d'Elon Musk. Oui, bien sûr, il cherche. Hein. Alors, il cherche... Et son pouvoir éditorial sur les rédactions, parce que Twitter, c'est la plateforme des journalistes. Alors non, ça, il y a un gros malentendu, c'est qu'on a fait l'impasse sur les Twitter Files. Il faudrait qu'on fasse une émission sur les Twitter Files pour en faire le détail. Mais avant Elon Musk, Twitter était totalement truqué, notamment les trending topics qui sont la météo du buzz, et qui orchestrent tous les choix éditoriaux dans toutes les salles de rédaction de la planète. Tout ça était totalement truqué. Et Elon Musk, non seulement a révélé le poteau rose, mais a arrêté ce genre de bidouillage. D'où le fait que, du jour au lendemain, paf, on a vu plein de fachos débarquer sur Twitter. La réalité, c'est qu'avant, ils étaient massivement censurés. Et que ce qu'on appelle des fachos, c'est 42% dans les urnes. Donc évidemment, il y en a. Et que, en France, hein, pas partout. Aux États-Unis, pareil, ça représente la moitié de l'électorat. Donc on est de toute façon... Alors après, il y a une dérive du terme facho, hein, mais on est de toute façon sur un Twitter qui a lâché la bride à la censure, qui l'a confié à des algorithmes qui fait que tout le monde modère tout le monde. Donc il y a un équilibre qui se fait des deux bords, et forcément, par rapport à la période précédente, où c'était quasiment que la droite américaine qui était censurée, et vraisemblablement la droite dans l'absolu, tout pays confondu, tout d'un coup, on a vu la droite exploser sur Twitter. Mais les Twitter Files ont aussi montré que l'aile gauche du Parti démocrate américain n'était pas si bien traitée. Ah si. Ah non, vraiment pas. L'aile gauche était au contrôle et avait les manettes de la censure. Au contraire. Tout ça, c'est des rapports qui étaient complètement pipés et qui servaient justement à foutre la pression sur Twitter à l'époque où le FBI avait ses entrées. Twitter, c'est une histoire assez amusante en termes d'entreprise. Parce que, avant qu'Elon Musk ne débarque, c'était une boîte où la direction était totalement défaillante. Mais totalement défaillante. Et au final, c'était 8000 modérateurs qui étaient une forme d'autonomie, qui avaient pris le contrôle et qui, grosso modo, on faisait qu'à leur tête. Au point que la censure du compte de Donald Trump, c'est vraiment les employés qui ont foutu la pression à la direction pour dégager Donald Trump. Et qui l'ont fait presque derrière le dos de Jack Dorsey. Ce qui paraît dingue. Enfin... Dans une entreprise française, ça peut s'entendre, mais dans une entreprise américaine, c'est complètement dingue. C'était ça, Twitter, une défaillance totale de la gouvernance de l'entreprise. Et la gouvernance de la modération de Twitter était assurée par des gens qui étaient très, très, très à gauche. 99% des donations politiques du personnel de Twitter se faisaient au Parti démocrate. Donc on était dans quelque chose qui était totalement biaisé en faveur des démocrates américains et qui commençait la dérive qu'on leur connaît aujourd'hui, où là, aujourd'hui, ils sont totalement contre la liberté d'expression. Elon Musk a viré toutes les équipes de modération, a remplacé ça par de l'algorithme, donc tout le monde modère tout le monde, du coup, ça s'est rééquilibré. Il y a une mesure qui est très intéressante
pour appréhender ça, c'est le niveau de frustration des utilisateurs de Twitter, selon qu'ils soient républicains ou démocrates. Avant l'arrivée d'Elon Musk, on avait des républicains qui étaient extrêmement frustrés et des démocrates qui n'étaient pas du tout frustrés par Twitter. Et puis après l'arrivée d'Elon Musk, ça s'est rééquilibré, tout le monde est à peu près frustré de la même façon. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une émission sur il faudrait faire une émission Twitter, sur les Twitter Files. Twitter qui est toujours un sujet très passionnel. Merci Fabrice. Merci. Et merci à vous de nous avoir regardé. Le média, votre média, ne vit que des dons et des abonnements de soutien de celles et ceux qui l'aiment. Si vous avez quelques secondes devant vous, allez sur tnt.lemediatv.fr pour signer notre pétition, appuyant notre recours à venir contre le refus de l'Arcom de nous donner une fréquence TNT. Et si vous le pouvez, soutenez-nous toujours sur tnt.lemediatv.fr. Quant à moi, je vous dis à plus.